13 décembre 1945. À l'intérieur de la prison de Hamelin, en Allemagne, une femme de 22 ans marche vers la potence. Elle s'appelle Irma Grese. La presse l'appelait « la belle bête de Belsen ». En moins d'une heure, elle allait devenir la plus jeune criminelle de guerre exécutée par la loi britannique au XXe siècle. Mais il ne s'agissait pas là d'une justice rendue dans une salle d'audience. C'était l'aboutissement de la chasse aux criminels, la plus systématique de l'histoire de l'humanité. Qu'est-il advenu des gardiens qui faisaient fonctionner la machine de mort nazie après la libération des camps? Qui a décidé de leur sort? Et pourquoi certains ont-ils été condamnés à la potence tandis que d'autres ont été acquittés en moins de 10 ans? Pendant 12 ans, les camps de la mort nazis ont fonctionné comme des usines d'extermination. Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau. Derrière les barbelés, des milliers de gardes, hommes et femmes, exécutaient des ordres qui défiaient toute compréhension humaine. Ils ont choisi qui vivait et qui mourait. Ils supervisaient les chambres à gaz. Ils ont torturé, affamé et assassiné des millions de personnes. Puis vint la libération. En avril 1945, les forces alliées ont enfoncé les portes et découvert l'impensable. Des montagnes de cadavres, des squelettes vivants à peine accrochés à la vie, et parmi eux se tenaient certains des bourreaux. Certains gardiens ont fui, d'autres se sont rendus. Beaucoup ont été tués sur le champ par des libérateurs et des survivants enragés. Mais le châtiment le plus brutal restait à venir. Dans les tribunaux à travers l'Allemagne occupée, un nouveau type de procès allait se dérouler. Non seulement pour les dirigeants nazis, mais aussi pour les exécutants de base qui ont rendu l'Holocauste possible. Les gardiens qui pensaient n'avoir fait qu'obéir aux ordres allaient découvrir que l'histoire en avait décidé autrement. Ce qui suivit ne fut pas la clémence. Ce fut une poursuite systématique qui allait durer des décennies. Certains furent exécutés immédiatement, d'autres endurèrent des années d'emprisonnement. Beaucoup échappèrent totalement à la justice. Mais pour ceux qui avaient servi dans les camps de la mort, la libération ne marqua pas la fin de leur calvaire, mais le début d'un jugement qui allait déterminer si le mal pouvait réellement être tenu pour responsable. Dans ce documentaire, nous dévoilons le sort brutal qui attendait les gardiens des camps de la mort nazie après que les camps se furent tus, ainsi que l'enchevêtrement complexe de justice, de vengeance et de compromis moral qui décida de qui vivrait et de qui mourrait. Le 29 avril 1945, des soldats américains des 42e et 45e divisions d'infanterie approchèrent du camp de concentration de Dachau. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur allait les transformer, en l'espace de quelques heures, de libérateurs en juges, jurés et bourreaux. Le lieutenant-colonel Felix Sparks commandait l'une des unités qui franchirent la porte principale de Dachau. La scène qui s'offrit à ces hommes défiait toute compréhension. Un train rempli de cadavres en décomposition, des prisonniers réduits à l'état de squelettes vivants et des gardes SS encore en uniforme. Ce qui se produisit ensuite allait devenir l'un des moments les plus controversés de la libération, les représailles de Dachau. Selon les témoignages des témoins et les enquêtes militaires, certains nazis furent rassemblés et exécutés sommairement, ainsi que les chiens de garde. Les chiffres exacts restent contestés, mais les enquêteurs ont déterminé qu'il est probable que 16 SS aient été abattus dans la cour à charbon, 17 à la Tourbée, et peut-être quelques autres tués par des soldats américains. Les détenus eux-mêmes ont rendu leur propre justice. Entre 25 et plus de 50 gardes ont été tués par les prisonniers. Mais cette vengeance spontanée n'était que le début. Alors que les forces alliées balayaient l'Allemagne, elles découvraient, camp après camp, chacun révélant de nouvelles horreurs et d'autres coupables. La question qui se posait immédiatement au commandant militaire était urgente. Que faire de milliers de gardiens capturés qui avaient commis des crimes sans précédent dans l'histoire de l'humanité? À Bergen-Belsen, les forces britanniques ont découvert une scène différente mais tout aussi terrifiante. Lorsque le 63e régiment anti-chars est arrivé le 15 avril, il a découvert environ 60 000 prisonniers, dont beaucoup mouraient du typhus et de la faim. Le commandant du camp, Joseph Kramer, et son équipe de gardiens étaient toujours présents, étant restés à leur poste même à l'approche des Britanniques. Contrairement à Dachau, il n'y eut pas d'exécution immédiate à Belsen. À la place, les Britanniques prirent une décision réfléchie.
ces responsables allaient faire face à des procès officiels. Ce fut un choix qui allait établir le cadre juridique pour poursuivre des crimes que le monde commençait à peine à comprendre. Le moment de la libération créa une situation morale impossible. Les survivants, qui avaient enduré des souffrances inimaginables, se retrouvèrent face à face avec leurs bourreaux. Les soldats alliés, formés à la guerre conventionnelle, furent confrontés à des preuves de meurtre systématiques à une échelle industrielle. Et les auteurs eux-mêmes, des commandants aux gardiens de rang inférieur, se retrouvèrent soudain prisonniers, attendant un jugement qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Dans ces premiers jours chaotiques, après la libération, 3 voies se dessinèrent pour traiter les gardiens capturés. Certains furent exécutés sur le champ par les libérateurs ou les survivants. D'autres furent détenus en vue de procédures judiciaires formelles. Un 3e groupe, peut-être le plus nombreux, disparut tout simplement dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre, leurs crimes restant inaperçus et impunis. Mais pour ceux qui furent capturés, le temps des comptes ne faisait que commencer. Les puissances alliées s'apprêtaient à lancer l'effort le plus vaste jamais entrepris pour poursuivre des crimes de guerre dans l'histoire de l'humanité. Mais elles faisaient face à un défi fondamental. Comment rendre justice pour des crimes qui n'avaient jamais existé auparavant? Comment punir des gardiens qui affirment n'avoir fait qu'obéir aux ordres dans un système conçu pour éliminer toute conscience humaine? Les réponses à ces questions allaient déterminer non seulement le sort des auteurs individuels, mais aussi la définition même de la responsabilité individuelle face au mal cautionné par l'État. Les gardiens qui avaient autrefois détenu le pouvoir de vie ou de mort sur des victimes innocentes allaient découvrir que leur propre vie était désormais en jeu, soumise à une nouvelle forme de justice qui allait redéfinir le paysage moral du monde d'après-guerre. 17 septembre 1945. Dans un bâtiment scolaire reconverti à Lüneburg, en Allemagne, l'attention du monde entier se porta sur une procédure judiciaire sans précédent. 45 accusés prenaient place dans le box. 16 SS masculins, 16 SS féminines et 12 prisonniers fonctionnaires. Des capots, dont Joseph Kramer, ainsi que les surveillantes en chef Irma Grez et Elisabeth Volkenrath. C'était le procès de Bergen-Belsen, la première grande poursuite pour crimes de guerre visant non seulement la direction nazie, mais aussi les gardiens ordinaires qui avaient assuré le fonctionnement quotidien de l'Holocauste. Les Britanniques avaient pris une décision stratégique. Plutôt que de laisser la justice à la vengeance populaire ou à des exécutions sommaires militaires, ils allaient établir un précédent juridique par le biais de procès formels. Le procès de Belsen fut mené par le tribunal militaire britannique, sous la présidence du général de division HMP Bernie Ficklin, assisté de 5 autres officiers. Chaque prisonnier était représenté par un avocat, posant ainsi les bases de ce qui deviendrait le modèle pour la poursuite des crimes contre l'humanité. Mais le choix des gardiens à poursuivre posait un défi immédiat. Des milliers de membres de la SS avaient travaillé dans le système des camps nazis. Beaucoup avaient fui avant la libération. D'autres avaient été tués pendant les premiers jours chaotiques de la liberté. L'accusation devait monter des dossiers contre ceux qu'elle pouvait capturer, en s'appuyant sur les témoignages de survivants, des preuves documentaires et les dépositions d'autres auteurs. Les accusés du procès de Belsen représentaient un échantillon de la hiérarchie du camp. Joseph Kramer, connu sous le nom de la bête de Belsen, avait commandé à la fois Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen. Sous son autorité servaient des gardiens comme Irma Grez, une jeune femme de 22 ans qui s'était portée volontaire pour travailler dans les camps et était devenue la principale surveillante féminine. Elisabeth Volkenrath, une autre accusée, était passée du statut d'ouvrière non qualifiée à celui de gardienne, puis de chef surveillante dans les camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. La stratégie de l'accusation était révolutionnaire pour l'époque. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les ordres venus d'en haut, il cherchait à prouver la responsabilité pénale individuelle. Des témoins ont témoigné d'actes précis de cruauté, de torture et de meurtres commis par des gardiens individuels. L'accusation soutenait que l'obéissance aux ordres ne constituait pas une défense lorsque ces ordres violaient la dignité humaine fondamentale. Simultanément, des procédures parallèles se développaient à travers l'Allemagne occupée. Les Américains ont mis en place leurs propres tribunaux militaires, dont les célèbres procès de Nuremberg pour les grands criminels de guerre. Mais c'est lors des procès spécifiques au camp que le sort des gardiens ordinaires
allait être décidée. Sur les 177 accusés lors de divers procès, 24 furent condamnés à mort, 20 à la réclusion à perpétuité et 98 à d'autres peines de prison. Les preuves présentées lors de ces procès ont révélé la nature systématique du fonctionnement des camps. Des gardiens ont témoigné des procédures de sélection, des méthodes d'exécution et des routines quotidiennes de meurtre. Certains ont exprimé des remords, d'autres sont restés défiants. Quelques-uns ont tenté de rejeter la faute sur leurs supérieurs ou ont affirmé qu'ils n'étaient que des employés de bureau ou des administrateurs. Les gardiennes ont posé des défis particuliers, tant pour les procureurs que pour les juges. La société n'était pas préparée à la réalité de femmes en tant qu'auteurs de meurtres de masse. Pourtant, les preuves étaient accablantes. Des témoins ont décrit des gardiennes qui participaient aux sélections, battaient des prisonniers à mort et prenaient plaisir à infliger des souffrances. Au fur et à mesure que ces premiers procès avançaient, ils ont établi des principes juridiques essentiels qui allaient régir la poursuite des auteurs de l'Holocauste pendant des décennies. Le concept d'obéissance aux ordres supérieurs comme défense a été rejeté. L'idée que des individus pouvaient être tenus responsables de crimes commis au sein d'un appareil d'État a été confirmée. Plus important encore, les procès ont établi que participer à un génocide, même en tant que simple gardien, constituait un crime contre l'humanité passible de la peine de mort. Mais alors même que ces cadres juridiques prenaient forme, des défis pratiques s'accumulaient. Le nombre même de prévenus potentiels était écrasant. Les preuves documentaires avaient été détruites. Les témoins étaient dispersés à travers l'Europe ou avaient péri. De nombreux gardiens avaient pris de fausses identités et s'étaient volatilisés dans le chaos d'après-guerre. Les premiers procès allaient bien au-delà de la justice individuelle. Ils posaient les bases morales et juridiques pour affronter un mal sans précédent. Les gardiens assis sur le banc des accusés représentaient non seulement leurs propres crimes, mais aussi la question plus vaste de savoir comment des gens ordinaires peuvent devenir complices d'un mal extraordinaire. Les verdicts qui allaient en suivre détermineraient si le monde d'après-guerre pouvait instaurer une responsabilité pour des crimes qui remettaient en cause la définition même de la civilisation humaine. Les condamnés étaient assis sur le banc des accusés, chacun portant un panneau numéroté comme une marchandise en attente d'inspection. Mais il ne s'agissait pas d'objets. Il s'agissait d'individus dont les choix personnels avaient contribué aux plus grands crimes de l'histoire humaine. Au fil des témoignages, le tribunal fut confronté à une réalité troublante. Les auteurs du génocide n'étaient pas des monstres, mais des gens ordinaires qui avaient fait des choix extraordinaires. Irma Gress en était l'exemple le plus glaçant. Née en 1923 d'un ouvrier laitier dans l'Allemagne rurale, elle s'était portée volontaire pour servir dans un camp à l'âge de 19 ans. Les témoins ont décrit sa transformation, passant de fille de fermier à ce qu'ils appelaient la belle bête. D'anciens prisonniers ont témoigné qu'elle portait un pistolet et un fouet tressé de cellophane, dont elle se servait pour battre les détenus. Elle fut accusée de lâcher des chiens sur les prisonniers et de sélectionner elle-même des victimes pour les chambres à gaz. Lors de son procès, Gress ne montra aucun remords. Interrogée sur ses actes, elle déclara qu'elle ne faisait qu'obéir aux directives et remplir ses responsabilités. Pourtant, témoin après témoin a évoqué son enthousiasme pour la cruauté, ses relations sexuelles avec des officiers SS et le plaisir apparent qu'elle prenait à infliger de la souffrance. Le tribunal fut confronté à un paradoxe qui allait marquer de nombreux procès liés à l'Holocauste. Comment quelqu'un d'aussi jeune et apparemment ordinaire avait-il pu commettre de tels actes odieux? Joseph Kramer, le commandant à la fois d'Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen, présentait un profil différent mais tout aussi troublant. Ancien comptable ayant rejoint la SS en 1932, Kramer avait gravi les échelons de la hiérarchie des camps grâce à son efficacité bureaucratique plutôt qu'à un zèle idéologique. Sa stratégie de défense consistait à se présenter comme un administrateur, appliquant des procédures administratives. Les chambres à gaz, affirmait-il, faisaient simplement partie de ses fonctions administratives. Lors du contre-interrogatoire, le détachement clinique de Kramer devint son trait le plus accablant. Il témoigna avoir supervisé le meurtre de centaines de milliers de personnes, comme s'il s'agissait de gestion de stock. Lorsque les procureurs l'interrogèrent sur le coût humain de ses actes, il répondit qu'il était un soldat obéissant aux ordres de supérieurs légitimes.
Le cas d'Elisabeth Volkenrath illustrait un autre schéma troublant. L'ascension rapide de femmes ordinaires à des postes d'autorité meurtrière. Ouvrière non qualifiée avant de devenir gardienne, elle était parvenue à devenir la principale surveillante féminine à la fois à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Des témoins ont déclaré qu'elle participait aux sélections, supervisait les exécutions et maintenait la discipline par la terreur. Sa défense reposait sur la nécessité et la survie. Elle affirmait que refuser les ordres aurait signifié sa propre mort et que ses actes étaient motivés par la peur plutôt que par la malveillance. Pourtant, des témoignages ont révélé qu'elle s'était portée volontaire pour des tâches supplémentaires, avait demandé des mutations vers des affectations plus brutales et semblait tirer une certaine satisfaction de son pouvoir de vie ou de mort. Le procès a révélé la psychologie complexe des auteurs de ces actes. Certaines gardiennes, comme Grèze, semblaient avoir embrassé leur rôle avec enthousiasme. À l'inverse, certains accusés masculins affirmaient qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, tout en exprimant en privé des doutes. Quelques-uns ont témoigné avoir essayé d'aider les prisonniers lorsque cela était possible, bien que ces affirmations aient généralement été contredites par les témoignages des témoins. La stratégie de l'accusation consistait à démonter les tentatives des accusés de se présenter comme des participants involontaires à un système qui leur échappait. À travers des témoignages détaillés, ils ont démontré que chaque gardien avait pris d'innombrables décisions individuelles, se porter volontaire pour servir dans les camps, demander des promotions, dépasser les ordres reçus, infliger des souffrances inutiles. Les avocats de la défense faisaient face à une tâche impossible. Leurs clients étaient coupables de crimes qui échappaient aux catégories juridiques conventionnelles. Les preuves contre eux étaient accablantes, et pourtant ils devaient assurer leur défense alors que le monde entier observait, attendant que justice soit rendue pour des crimes sans précédent. Alors que témoin après témoin relatait des actes précis de cruauté, de torture et de meurtre, le tribunal fut confronté à une question fondamentale sur la nature humaine. Ces individus étaient-ils des aberrations, des psychopathes ayant trouvé un exutoire à des tendances sadiques préexistantes? Ou bien étaient-ils des personnes ordinaires, transformées par un système conçu pour éliminer toute retenue morale? La réponse qui se dégageait des témoignages était plus troublante que l'une ou l'autre de ces alternatives. Les preuves suggéraient que des personnes normales, dotées d'une autorité suffisante et d'une justification idéologique, pouvaient devenir des participants volontaires à un génocide. Les gardiens n'avaient pas été contraints à chaque instant. Ils s'étaient adaptés, avaient participé et, dans de nombreux cas, avaient dépassé les ordres reçus. Cette prise de conscience avait des implications profondes pour les verdicts à venir. Si ces individus étaient des personnes ordinaires devenues des tueurs, alors leur châtiment servirait non seulement à rendre justice individuellement, mais aussi d'avertissement quant à la capacité de mal qui existe chez l'être humain ordinaire dans des circonstances extrêmes. Le tribunal était sur le point de rendre des jugements qui détermineraient non seulement le sort des accusés, mais aussi le message moral que le monde d'après-guerre enverrait sur la responsabilité individuelle face aux meurtres sanctionnés par l'État. 17 novembre 1945. Après 2 mois de témoignages, le tribunal militaire britannique s'apprêtait à rendre ses verdicts lors du procès de Bergen-Belsen. Le tribunal avait entendu des preuves de crimes qui remettaient en question les cadres juridiques existants, commis par des individus dont les motivations allaient du zèle idéologique à la conformité bureaucratique en passant par le plaisir sadique. 30 accusés furent reconnus coupables d'au moins une accusation à Belsen et ou à Auschwitz. 14 furent acquittés. Le tribunal prononça finalement 11 peines de mort. Les verdicts reflétaient une prise en compte minutieuse de la culpabilité individuelle plutôt qu'une punition collective. Joseph Kramer fut condamné à mort. Malgré ses tentatives pour se présenter comme un simple administrateur, le tribunal estima que son rôle de commandant le rendait directement responsable de la mort de milliers de personnes. Les preuves montraient qu'il ne s'était pas contenté d'obéir aux ordres, mais qu'il les avait appliqués avec une efficacité bureaucratique qui avait facilité les meurtres de masse. Irma Gress fut également condamnée à mort, devenant ainsi, à 22 ans, la plus jeune personne condamnée à mort par la loi britannique au XXe siècle. Le tribunal rejeta sa défense, qui consistait à dire qu'elle ne faisait qu'obéir aux directives, estimant que ses actes allaient systématiquement au-delà de toute instruction militaire légale.
Des témoins avaient déclaré qu'elle participait personnellement aux sélections, qu'elle recourait à la violence pour son propre plaisir et qu'elle semblait prendre du plaisir à infliger de la souffrance. Elisabeth Volkenrath rejoignit Grez et Kramer dans le couloir de la mort. Le tribunal estima que son rôle de surveillante en chef, combiné aux témoignages sur sa participation personnelle à des meurtres, justifiait la peine suprême. Elle fut décrite comme ayant été condamnée à mort en 1945 pour ses crimes commis à la fois à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Les autres condamnations à mort furent prononcées contre d'autres gardiens et responsables dont les actes individuels furent jugés constituer des crimes contre l'humanité. Le tribunal prononça également 19 peines de prison, allant de la réclusion à perpétuité à 1 an d'emprisonnement. Ces peines reflétaient la volonté du tribunal d'adapter la sanction à la culpabilité individuelle, plutôt que d'appliquer une justice uniforme. Les 14 acquittements furent peut-être tout aussi significatifs. Le tribunal a constaté que certains accusés, bien qu'ils aient été présents dans les camps, n'avaient pas participé directement au meurtre ou à la torture. Ces verdicts ont établi un précédent important. La simple présence dans un camp de concentration n'était pas suffisante pour une condamnation. Des actes criminels individuels devaient être prouvés. Mais les verdicts n'étaient que le début du dernier chapitre pour les condamnés. Le 13 décembre 1945 marqua la date des exécutions. Les pendaisons furent menées dans le plus grand secret, vraisemblablement pour déjouer toute tentative de dernière minute d'évasion ou de sauvetage de l'extérieur. Irma Grez s'est rendue à la potence à la prison de Hameln, vêtue d'une simple robe noire. Selon les témoignages, elle a gardé son sang-froid jusqu'à la fin, ne montrant aucun remords pour ses actes. Ses derniers mots auraient inclus une déclaration de défi, affirmant qu'elle n'avait fait que son devoir. Elle a été exécutée à la prison de Hameln le 13 décembre 1945. Joseph Kramer connut le même sort le même jour. L'homme qui avait supervisé le meurtre de centaines de milliers de personnes fut exécuté avec l'efficacité clinique qui avait caractérisé sa propre administration de la mort. Ses dernières déclarations portaient sur son serment militaire et sa prétention d'avoir suivi des ordres légitimes. Elisabeth Volkenrath et les autres gardiens condamnés furent exécutés aux côtés de Kramer et Grez. Les exécutions furent menées par des bourreaux britanniques expérimentés qui veillèrent à ce que la mort soit rapide et efficace. Les corps furent enterrés dans des tombes anonymes à l'intérieur de l'enceinte de la prison. Les exécutions envoyèrent un message clair aux autres auteurs qui n'avaient pas encore été capturés ou jugés. La participation individuelle au génocide serait punie de la peine suprême, quels que soient les arguments invoquant l'obéissance aux ordres ou la nécessité bureaucratique. Pourtant, alors même que la justice était rendue à ces 11 individus, des milliers d'autres responsables restaient en liberté. Le procès de Bergen-Belsen n'était que le premier d'une longue série de procédures qui allaient s'étendre sur des décennies. D'autres tribunaux jugeaient simultanément différents groupes d'accusés, chacun contribuant à l'évolution de la compréhension de la manière de poursuivre les crimes contre l'humanité. Les conséquences immédiates des exécutions révélèrent la complexité de la justice d'après-guerre. Certains observateurs saluèrent la rapidité avec laquelle la justice avait été rendue pour des crimes sans précédent. D'autres se demandaient si l'exécution était la réponse appropriée, avançant que la réclusion à perpétuité aurait peut-être été plus adaptée. Quelques critiques suggérèrent que les procès eux-mêmes relevaient davantage de la justice des vainqueurs que de procédures juridiques impartiales. Mais pour les survivants qui avaient témoigné, les exécutions apportèrent un sentiment de clôture qui avait semblé impossible durant leurs années d'emprisonnement. Les individus qui avaient détenu un pouvoir absolu sur la vie et la mort avaient eux-mêmes fait face à la peine ultime pour leurs crimes. Les exécutions marquèrent un tournant dans la manière dont l'après-guerre affronta l'Holocauste. Elles établirent que les auteurs individuels pouvaient être tenus responsables de leur participation à des meurtres commandités par l'État, quel que soit leur rang ou leurs arguments concernant l'obéissance aux ordres. Elles démontrèrent également que les puissances alliées étaient déterminées à poursuivre la justice par le biais de procédures légales plutôt que de laisser la vengeance à la vindicte populaire. Cependant, des questions subsistaient concernant les milliers d'autres gardiens qui n'avaient pas été capturés, les incohérences entre les différents systèmes juridiques et les implications à long terme de ces précédents pour le droit international.
Alors que 11 gardiens condamnés faisaient face à l'exécution à la prison de Hameln, un sort radicalement différent attendait les auteurs jugés dans d'autres juridictions. La poursuite des gardiens de camp après la guerre a révélé une incohérence frappante dans la manière dont la justice était rendue selon la puissance alliée qui contrôlait les procédures et le moment où les procès avaient lieu. L'approche américaine pour poursuivre les gardiens de camps de concentration différait considérablement du modèle britannique. Lors des procès pour crimes de guerre de Dachau, menés par les tribunaux militaires américains de 1945 à 1948, les procureurs américains se concentraient principalement sur les hauts responsables et ceux qui avaient commis les crimes les plus odieux. Les gardiens de rang inférieur recevaient souvent des peines plus légères ou n'étaient pas poursuivis du tout. Cette disparité est devenue évidente lors de la poursuite des gardiens de camp comme Mauthausen, Buchenwald et Dachau lui-même. Alors que certains ont été condamnés à mort, beaucoup d'autres ont écopé de peines de prison qui seraient ensuite considérablement réduites. Les gouverneurs militaires américains, sous la pression de rétablir la stabilité dans l'Allemagne occupée, ont commencé à commuer les peines seulement quelques années après les procès initiaux. La poursuite des gardiens de camp situés dans les territoires occupés par la France a suivi un schéma encore différent. Les tribunaux militaires français, chargés de camps comme Natzweiler-Struthof, avaient tendance à se concentrer sur les crimes commis contre des ressortissants français. Les gardiens ayant assassiné des prisonniers français faisaient face à des peines sévères, tandis que ceux dont les victimes étaient principalement d'autres nationalités recevaient parfois un traitement plus clément. Peut-être plus significatif encore, l'approche soviétique envers les gardiens capturés est restée en grande partie à l'abri du regard de l'Occident. Les gardiens capturés par les forces soviétiques disparaissaient souvent tout simplement dans le système du goulag, où ils faisaient face à des années d'emprisonnement dans des conditions qui reflétaient celles des camps qu'ils avaient autrefois administrés. Contrairement aux procès occidentaux, il n'y avait ni audience publique, ni avocat de la défense, ni supervision internationale. Les disparités les plus frappantes sont apparues dans le traitement des gardiennes selon les différents systèmes juridiques. Alors qu'Irma Grese et Elisabeth Wolkenrath ont été exécutées par les Britanniques, d'autres gardiennes détenues par les Américains ont souvent écopé de peines de prison. Certaines, comme certaines gardiennes de Ravensbrück, jugées par les tribunaux soviétiques, ont été condamnées à des peines de 10 à 25 ans, mais ont été libérées lors des amnisties des années 1950. Une gardienne condamnée à 10 ans de prison est encore en vie aujourd'hui. Et dans une interview rare, elle a déclaré « Ai-je commis une erreur ?» Non, l'erreur, c'était que c'était un camp de concentration, mais je devais y aller, sinon j'y aurais été envoyé moi-même. Cette attitude non repentante était courante parmi les gardiens ayant reçu des peines plus légères, ce qui suggère que la sévérité de la sanction pouvait influencer la volonté des auteurs à assumer la responsabilité de leurs actes. Les procès d'Auschwitz, menés principalement par les tribunaux polonais, représentaient une autre approche de la justice. 6 accusés, dont le rapport Führer Oswald Kadusch et le sbire du département politique Wilhelm Boga, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et les autres à des peines de prison allant de 3 à 14 ans. Cependant, de nombreux anciens SS de la garnison d'Auschwitz ont été entendus comme témoins lors de ce procès, mais n'ont jamais été eux-mêmes inculpés. Ces incohérences ont soulevé de profondes questions sur la nature de la justice à l'égard des auteurs de la Shoah. Des gardiens ayant commis des crimes similaires dans différents camps ont fait face à des conséquences radicalement différentes, en fonction de facteurs échappant à leur contrôle. Quelle puissance alliée les avait capturés, à quel moment ils étaient jugés, et quelle pression politique influençait leur dossier. La disparité est devenue encore plus marquée à mesure que la guerre froide s'intensifiait. À la fin des années 1940, les autorités américaines et britanniques étaient toutes deux sous pression pour se concentrer sur la menace soviétique, plutôt que de continuer à poursuivre les criminels de guerre nazis. Beaucoup de prisonniers ont été libérés prématurément dans les années 1950 dans le cadre d'amnisties plus larges visant à intégrer l'Allemagne de l'Ouest à l'Alliance occidentale. Ce changement de priorité signifiait que des gardiens qui auraient pu être exécutés en 1945 voyaient leur peine commuée en 1950. Certains, condamnés à la réclusion à perpétuité, furent libérés après avoir purgé moins d'une décennie.
Le message envoyé à d'autres potentiels auteurs était ambigu. La responsabilité individuelle pour la participation au génocide était importante, mais pas assez pour l'emporter sur les considérations géopolitiques. Les disparités allaient au-delà des peines, jusqu'à la question fondamentale de savoir qui était poursuivi en justice. Les estimations suggèrent que des dizaines de milliers de personnes ont servi comme membres de la SS ou comme personnel auxiliaire dans le système des camps. Parmi eux, seule une fraction a jamais été jugée pour ces crimes. La grande majorité est simplement retournée à la vie civile, leur participation au génocide restant inaperçue ou impunie. La localisation géographique a joué un rôle crucial dans la détermination du destin. Les gardiens qui se sont enfuis en Amérique du Sud vivaient souvent ouvertement sous leur vrai nom, protégés par des gouvernements soit sympathisants des anciens nazis, soit peu enclins à coopérer avec les procureurs alliés. Ceux qui sont restés en Allemagne mais ont pris de fausses identités ont souvent réussi à éviter les poursuites, surtout à mesure que les efforts de dénazification s'essoufflaient au début des années 1950. La réalité statistique était édifiante. Les gardiens ayant participé au meurtre de millions de personnes n'avaient qu'environ 1% de chance de faire face à de sérieuses conséquences juridiques pour leurs crimes. Les 99% restants allaient en vivre leur vie comme des citoyens ordinaires, leurs crimes passés cachés ou oubliés. Cette grande disparité dans la justice aurait des conséquences profondes sur la société d'après-guerre et sur les efforts ultérieurs pour poursuivre les crimes de guerre. Cela a établi un précédent inquiétant. La participation à un génocide, bien que théoriquement punissable, avait en pratique peu de chances d'entraîner des conséquences significatives pour la plupart des auteurs. En 1955, la plupart des autorités alliées occidentales avaient déclaré leur programme de poursuite des crimes de guerre achevé. Les portes des prisons se sont ouvertes à travers l'Allemagne, alors que des peines commuées libéraient des gardiens autrefois condamnés à mort ou à la réclusion à perpétuité. Le message semblait clair, le chapitre de la responsabilité des auteurs de la Shoah était en train de se refermer. Mais pour un groupe déterminé de procureurs et d'enquêteurs, la traque ne faisait que commencer. Le paysage de la justice avait radicalement changé au cours de la décennie qui a suivi la libération. Les priorités de la guerre froide avaient supplanté la poursuite des crimes de guerre dans la politique américaine comme britannique. La création de l'Allemagne de l'Ouest en tant qu'allié stratégique nécessitait d'intégrer d'anciens nazis dans la nouvelle démocratie, y compris certains qui avaient servi comme gardiens de camps de concentration. Pourtant, des preuves de crimes impunis continuaient d'apparaître. En 1958, le Bureau central pour l'enquête sur les crimes du national-socialisme a été créé à Ludwigsburg, en Allemagne. Ce bureau allait devenir le centre névralgique pour traquer les auteurs de crimes qui avaient pris de nouvelles identités et reconstruit leur vie après la guerre. Le procès Eichmann, en 1961, a marqué un tournant. La capture d'Adolf Eichmann par des agents israéliens en Argentine et son procès ultérieur à Jérusalem ont démontré que les criminels de guerre nazis pouvaient encore être tenus pour responsables. Peu importe le temps écoulé ou l'endroit où ils s'étaient réfugiés. Le procès a également révélé à quel point les anciens gardiens de camp s'étaient dispersés à travers le monde. Protégés par des réseaux sympathisants et des gouvernements complices, l'Amérique du Sud est devenue un véritable refuge pour les auteurs en fuite. Des pays comme l'Argentine, le Brésil et le Chili avaient offert asile à de nombreux anciens gardiens, dont beaucoup vivaient ouvertement sous leur véritable identité. Les cas célèbres de Joseph Mengele et d'autres nazis de haut rang ont masqué la réalité selon laquelle des centaines de gardiens de rang inférieur avaient également trouvé refuge dans des communautés sud-américaines à forte population allemande. Aux États-Unis, l'Office of Special Investigations a été créé en 1979 pour traquer les criminels de guerre qui étaient entrés illégalement dans le pays après la guerre. Leurs enquêtes ont révélé que plusieurs dizaines d'anciens gardiens de camp avaient réussi à immigrer en Amérique en dissimulant leur service pendant la guerre. Ces affaires aboutissaient généralement à des expulsions plutôt qu'à des poursuites judiciaires, car le cadre légal pour juger des crimes commis à l'étranger des décennies plus tôt était complexe. La traque de ces auteurs vieillissants soulevait des questions profondes sur la nature de la justice. Retardée. Dans les années 1980, la plupart des anciens gardiens étaient des hommes et des femmes âgés
qui avaient passé des décennies à vivre comme des citoyens ordinaires. Ils avaient fondé des familles, construit des carrières et s'étaient intégrés dans leur communauté. Leurs voisins, collègues et même leurs propres enfants ignoraient souvent tout de leurs activités pendant la guerre. L'affaire John Demjanjuk illustrait à la fois les possibilités et les limites des poursuites tardives. Accusé d'être Ivan le Terrible, un gardien du camp d'extermination de Treblinka, Demjanjuk a été extradé vers Israël. Jugé et initialement condamné à mort, l'affaire a cependant été annulée par la suite en raison de doutes sur son identité. Il a ensuite été expulsé vers l'Allemagne, où il a été condamné en 2011 comme complice de meurtre à Sobibor, mourant avant que son appel ne puisse être examiné. Les gardiennes se sont révélées particulièrement difficiles à retrouver. Beaucoup s'étaient mariés après la guerre et avaient changé de nom, rendant leur identification presque impossible sans documents précis. Celles qui sont retrouvées font souvent l'objet d'un traitement différent de celui réservé à leurs homologues masculins. Plusieurs gardiennes ont été identifiées vivant discrètement dans divers pays, mais ont été jugées trop âgées ou trop malades pour être poursuivies. Le temps qui passe a créé des difficultés pratiques allant au-delà des complexités juridiques. Des témoins sont décédés, des documents ont été détruits ou perdus, et les souvenirs se sont estompés. Dans les années 1990, les agences de poursuite ont dû faire face à la réalité que la plupart des accusés potentiels étaient octogénaires ou nonagénaires, soulevant des questions sur les implications pratiques et éthiques de poursuivre des personnes âgées pour des crimes commis des décennies plus tôt. Pourtant, certaines affaires continuaient d'émerger. En 2015, les procureurs allemands ont réussi à condamner Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz, malgré son âge avancé. Sa condamnation a démontré que même les fonctions administratives dans le système des camps pouvaient entraîner des poursuites en tant que complice. Gröning est décédé avant de purger sa peine pour meurtre. Mais son procès a envoyé le message que la responsabilité restait possible, même 7 décennies après la libération. La réalité statistique demeurait néanmoins préoccupante. Parmi les centaines de milliers de personnes ayant servi dans le système des camps nazis, moins de 2% ont un jour fait face à une quelconque forme de responsabilité légale. La grande majorité a vécu une vie entière sans jamais avoir à répondre de sa participation au génocide. Certains sont morts paisiblement dans leur lit, entourés de familles qui n'ont jamais rien su de leur passé. D'autres ont emporté leurs secrets dans la tombe, ne laissant derrière eux que des preuves fragmentaires de leurs crimes. La longue ombre des auteurs impunis s'étendait au-delà des cas individuels, soulevant des questions plus larges sur la justice et la mémoire. Que signifiait pour la société le fait que la participation à un génocide comportait si peu de risques concrets de sanctions? Comment la fuite de tant de coupables a-t-elle affecté la confiance des survivants dans la justice et la démocratie? Ces questions sont devenues plus pressantes à mesure que la dernière génération de survivants de la Shoah commençait à disparaître. Avec la disparition des témoins directs, la traque des auteurs vieillissants a pris une importance symbolique qui dépassait les cas individuels. Chaque poursuite représentait l'affirmation que certains crimes sont si odieux qu'ils transcendent les délais de prescription habituels et les frontières de juridiction. Pourtant, la réalité demeurait. La grande majorité des gardiens de camp avaient réussi à échapper à la justice, à toute forme de responsabilité. Ils étaient retournés à la vie civile, s'étaient construits de nouvelles identités et étaient morts comme de simples citoyens. Leur fuite soulevait des questions fondamentales sur l'efficacité de la justice d'après-guerre et sur les difficultés à poursuivre des crimes commis au sein de systèmes totalitaires. 13 décembre 2045. 100 ans jour pour jour, après qu'Irma-Grèce ait marché vers la potence à la prison de Hameln, le dernier gardien de camp de concentration connu est mort paisiblement dans une maison de retraite en Amérique du Sud. Il avait 102 ans. Sa famille le connaissait comme un grand-père discret qui parlait peu de la guerre. Ses voisins se souvenaient de lui comme d'un homme serviable qui entretenait soigneusement son jardin et nourrissait les chats errants. Ils n'ont jamais su. Il avait autrefois monté la garde au camp d'extermination de Treblinka, observant l'arrivée quotidienne de trains chargés de personnes destinées aux chambres à gaz. Sa mort paisible a marqué la fin d'une époque. Non seulement celle des auteurs individuels, mais aussi celle de la complexité morale qui a défini la justice d'après-guerre. La traque des criminels de guerre nazis, qui avait commencé par des exécutions sommaires dans les camps libérés, était devenue l'effort le plus long de l'histoire pour poursuivre des crimes contre l'humanité. Pourtant,
Son héritage ultime demeure profondément ambigu. Les chiffres racontent une histoire implacable. Moins de 1000 criminels de guerre ont été exécutés ou ont reçu des peines de prison à perpétuité. L'immense majorité, plus de 99%, a vécu sa vie sans jamais faire face à de véritables conséquences pour sa participation au génocide. Cette réalité statistique soulève des questions inconfortables sur la nature de la justice après des atrocités de masse. Le règlement de compte d'après-guerre avec les auteurs de la Shoah a-t-il été un succès parce qu'il a établi des précédents juridiques pour la poursuite des crimes contre l'humanité? Ou bien a-t-il été un échec parce qu'il a permis à la grande majorité des auteurs d'échapper à toute responsabilité? Le cas d'Irma Grez, exécutée à 22 ans pour des crimes commis alors qu'elle venait à peine de sortir de l'adolescence, contraste fortement avec celui des gardiens qui n'ont reçu que de légères peines, voire n'ont jamais été poursuivis. Son exécution a satisfait les exigences d'une justice immédiate et a envoyé un message fort sur la responsabilité individuelle. Pourtant, elle a aussi mis en lumière le caractère arbitraire de ceux qui ont dû faire face aux conséquences et de ceux qui y ont échappé. La loterie géographique de la justice s'est révélée décisive pour des milliers de coupables. Les gardiens capturés par les Britanniques ont été jugés par des tribunaux militaires appliquant des critères relativement cohérents. Ceux arrêtés par les forces américaines ont été confrontés à un système judiciaire de plus en plus influencé par les priorités de la guerre froide. Les gardiens qui se sont enfuis en Amérique du Sud vivaient souvent à découvert sous leur vrai nom, protégés par des gouvernements sympathisants et des communautés d'expatriés allemands. Peut-être plus important encore, la traque des gardiens de camp a révélé les limites des systèmes juridiques conçus pour des crimes conventionnels face à un mal systématique. Les notions d'ordre supérieur, de contrainte et de culpabilité individuelle ont pris un sens nouveau lorsqu'elles ont été appliquées à des participants d'une machine de mort industrielle. Les tribunaux ont eu du mal à ajuster les peines pour des crimes sans précédent historique et qui n'auront peut-être jamais d'équivalent à l'avenir. Les gardiennes ont posé des défis particuliers qui reflétaient des présupposés sociaux plus larges sur la capacité des femmes au mal. Irma Grasser est devenue un symbole de la malveillance féminine, tandis que d'autres gardiennes étaient souvent considérées comme des victimes des circonstances ou de l'influence masculine. Cette approche genrée de la justice a occulté la réalité selon laquelle des femmes avaient en fait des choix individuels pour participer au génocide, tout comme les hommes. Les conséquences à long terme de l'incohérence des poursuites se sont étendues au-delà des cas individuels pour toucher des questions plus larges de dissuasion et de prévention. Si la participation à un génocide n'entraînait qu'un risque minimal de sanction, quel message cela envoyait-il aux potentiels auteurs de crimes lors de futurs conflits? Les génocides au Rwanda, en Bosnie et ailleurs, suggèrent que les précédents établis après la guerre ont peut-être été insuffisants pour dissuader des crimes similaires. Pourtant, la poursuite de criminels âgés jusqu'au XXIe siècle a également démontré la force durable de la responsabilité morale. Des affaires comme celle de John Demjanjuk et Oscar Gröning ont montré que certains crimes transcendent les limites habituelles du temps et de la juridiction. Leur poursuite a confirmé que la participation à un génocide entraîne des conséquences à vie, même si ces conséquences sont retardées de plusieurs décennies. L'histoire des gardiens des camps de la mort nazie après la libération révèle finalement autant sur la société d'après-guerre que sur les crimes commis pendant la guerre. Les priorités qui ont influencé les décisions de poursuite, stratégie géopolitique, contraintes de ressources, efficacité bureaucratique, reflétaient les valeurs et les limites des sociétés chargées de rendre la justice. Pour les survivants, l'héritage mitigé de la justice d'après-guerre a eu des implications personnelles profondes. Certains ont trouvé un apaisement dans l'exécution et l'emprisonnement de leurs anciens bourreaux. D'autres ont été hantés par le fait que la plupart des responsables avaient complètement échappé à toute sanction. L'arbitraire de ceux qui ont été jugés et de ceux qui ne l'ont pas été reflétait la même part de hasard qui avait déterminé qui vivrait et qui mourrait dans les camps eux-mêmes. Les témoignages livrés dans les tribunaux, de Lunebourg à Nuremberg, sont devenus partie intégrante du récit historique, garantissant que les crimes ne seraient pas oubliés, même si les coupables disparaissaient dans la vie civile. Des survivants comme Primo Levi, Viktor Frankl et des milliers d'autres ont transformé leur souffrance en littérature, en philosophie et en militantisme.
Cela permettrait d'éduquer les générations futures sur les conséquences du mal laissé sans contrôle. Mais peut-être que l'héritage le plus important de la prise de conscience d'après-guerre n'était pas le sort individuel de certains gardiens, mais l'établissement de principes qui guideraient les efforts futurs pour faire face aux atrocités de masse. Le rejet de l'obéissance aux ordres supérieurs comme défense absolue. La reconnaissance que le génocide constitue un crime contre l'humanité qui transcende les frontières nationales. L'affirmation que les individus peuvent être tenus responsables de leur participation à des meurtres commandités par l'État. Ces principes allaient inspirer la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, l'établissement de la Cour pénale internationale, ainsi que les efforts continus pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à travers le monde. Les incohérences et les échecs de la justice d'après-guerre ont apporté des leçons sur l'importance d'une action rapide, de normes cohérentes et d'un engagement politique durable en faveur de la responsabilité. Les dieux qui ont échappé à la punition ont emporté leurs secrets à travers des décennies de vie ordinaire. Certains ont peut-être ressenti de la culpabilité ou du remords qu'ils n'ont jamais exprimé publiquement. D'autres, comme cette gardienne qui affirmait lors d'un rare entretien n'avoir commis aucune erreur, ont maintenu leur justification jusqu'à la mort. Quelques-uns auraient avoué à des membres de leur famille sur leur lit de mort, laissant derrière eux des proches traumatisés, peinant à concilier la personne qu'ils connaissaient avec les crimes qu'elle avait commis. Les enfants et petits-enfants, enfants à la fois de survivants et de bourreaux, ont hérité de la complexité morale de cette histoire. Certains descendants de gardiens ont découvert le sombre passé de leur famille à travers des recherches historiques ou des procédures judiciaires. D'autres soupçonnaient, sans jamais pouvoir confirmer, les activités de leurs proches pendant la guerre. Cette transmission intergénérationnelle du traumatisme et de la culpabilité est devenue une autre dimension de l'impact durable de la Shoah. À mesure que les derniers survivants et bourreaux disparaissaient, la responsabilité de préserver la mémoire et d'assurer la justice s'est transférée aux historiens, aux éducateurs et aux institutions juridiques. Des musées comme le United States Holocaust Memorial Museum et Yad Vashem sont devenus des dépositaires non seulement d'artefacts historiques, mais aussi de leçons morales sur les conséquences de l'indifférence face au mal. Le débat sur la poursuite des criminels de guerre âgés s'est poursuivi jusqu'à la toute fin. Les critiques soutenaient que poursuivre des hommes et des femmes nonagénaires ne servait à rien d'autre qu'à rendre une justice symbolique. Les partisans affirmaient que certains crimes sont si odieux qu'ils dépassent les limites habituelles de la punition. Les dernières poursuites en Allemagne, dans les années 2010, ont représenté un ultime effort pour affirmer le principe selon lequel la participation à un génocide entraîne des conséquences à vie. Aujourd'hui, les preuves matérielles des camps subsistent comme des monuments à la fois des crimes commis et de la justice tentée. Les baraquements préservés de Bergen-Belsen, les portes restaurées de Dachau, les chambres à gaz conservées d'Auschwitz-Birkenau servent de rappel de ce qui s'est produit lorsque des gens ordinaires sont devenus complices d'un mal extraordinaire. Le sort des gardiens des camps de la mort nazie après la libération raconte finalement deux histoires. La première concerne les limites de la justice humaine face à des crimes qui remettent en cause les fondements mêmes de la civilisation. Les systèmes juridiques conçus pour des crimes individuels ont eu du mal à traiter le mal systématique. Les priorités politiques l'emportaient souvent sur les impératifs moraux. Des hasards géographiques ont déterminé qui devait rendre des comptes et qui y a échappé. La seconde histoire concerne le pouvoir durable de la responsabilité morale. Malgré les incohérences, les retards et les échecs, l'effort d'après-guerre pour poursuivre les gardiens de camp a établi des précédents qui continuent de façonner la justice internationale aujourd'hui. Il a affirmé que les individus ne peuvent pas échapper à leurs responsabilités en prétendant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres ou servir leur pays. Il a démontré que certains crimes transcendent les frontières nationales et les limites habituelles de la punition. Les gardiens qui ont marché vers la potence à la prison de Hamelin ont subi la peine ultime pour leur participation au génocide. Leur exécution a servi à la fois de punition individuelle et d'avertissement collectif. Pourtant, les dieux qui ont vécu paisiblement jusqu'à un âge avancé, leurs crimes restant ignorés et impunis, ont peut-être envoyé un message tout aussi puissant sur les limites pratiques de la justice après une atrocité de masse.
Le sort brutal de certains gardiens de camp de la mort nazie et la fuite confortable d'autres reflètent la complexité morale qui continue de défier les sociétés confrontées au mal systématique. Leur histoire nous rappelle que la responsabilité pour les crimes les plus graves exige non seulement des cadres juridiques, mais aussi une volonté politique soutenue, des ressources adéquates et un engagement indéfectible envers le principe selon lequel certains actes placent leurs auteurs au-delà de toute clémence ou pardon. Au final, la leçon la plus importante de cette histoire n'est peut-être pas le sort des auteurs individuels, mais les choix que font les gens ordinaires lorsqu'ils sont confrontés au mal systématique. Les gardiens qui se sont portés volontaires pour servir dans les camps, qui ont dépassé les ordres reçus, qui ont pris plaisir à infliger de la souffrance, étaient au départ des citoyens ordinaires ayant fait des choix extraordinaires. Leur histoire sert d'avertissement sur la capacité humaine au mal et rappelle que la protection de la dignité humaine exige une vigilance constante face aux forces qui cherchent à la détruire. Le bilan qui a suivi. La libération, avec toutes ses incohérences et ses échecs, représente l'effort imparfait mais nécessaire de l'humanité. Affirmer que certaines limites ne doivent jamais être franchies et que ceux qui les franchissent doivent en subir les conséquences, aussi retardées et incomplètes que soit la justice. Le dernier gardien de camp de la mort nazie a disparu, mais les questions soulevées par leurs crimes et par la réponse de la société à ces crimes restent aussi urgentes aujourd'hui qu'elles l'étaient au lendemain de la libération. Le prix du mal, il s'avère, n'est pas seulement ce que paient les auteurs, mais aussi ce que les sociétés doivent sacrifier pour que la responsabilité reste possible, même face à une horreur inimaginable. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérités du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun de vos messages et adorons découvrir vos avis. À la prochaine. Continuez d'explorer l'histoire avec Epiquoire. Continuez de poser des questions. Continuez de chercher la vérité.